Il est par exemple très facile de maigrir, de mincir par hypnose. Enlevons-nous cette idée de perdre du poids. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui aiment perdre quelque chose? Pourtant, vous avez tous les magazines qui mettent « Perdez 5 kilos en 8 jours, perdez 10 kilos en un mois ». C'est les conditionner à continuer à grossir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut apprendre à se débarrasser des kilos superflus, à éliminer la graisse en trop, à se vider des bourrelets qui ne servent plus à rien, à éliminer tout ce qui est inutile et encombrant. Et c'est très facile. Pourquoi? Parce que le problème de poids est dans 95% des cas complètement psychologique. Il a été programmé dans la petite enfance, avant l'âge de 7 ans. Les parents qui disaient « Mange, sinon tu grandiras pas. Finis ton assiette, sinon tu seras un abruti. Si tu ne manges pas, plus tard tu n'auras pas de travail. On n'embauche que les grands, les forts et les costauds. » Imaginez cette petite phrase. Si elle est répétée 28 fois à un enfant, « Si tu ne manges pas, plus tard tu n'auras pas de travail. » Eh bien plus tard, 30 ans plus tard, s'il a le malheur de perdre son emploi, il prendra 7 ou 10 kilos en 6 mois parce que son inconscient, son cerveau droit lui dira « Pour avoir du travail, mange. » Et il y a un autre problème, c'est le facteur affectif. Va faire un bisou à ton grand-père. Non, eh bien tu n'auras pas de bonbons. Alors on a vite compris que bisou égale bonbon, bonbon égale câlin, câlin égale chocolat, chocolat égale affection. Mais le problème, une fois adulte, on ne nous dit pas viens me faire un bisou, tu auras une sucette. Alors nous sortons du travail en lui disant tiens, mon patron ne m'a même pas félicité, je me mérite bien un petit gâteau. Allez, bonjour madame la pâtissière, donnez-moi donc 2 petites forêts noires, une pour tout de suite, une pour ce soir. Et en arrivant à la maison, on a déjà mangé les deux, ce qui ne nous empêche pas de dire au conjoint chéri, tu n'as pas fait une bonne journée, tu crois pas qu'on se mériterait un petit apéritif? Apportez chips et cacahuètes et le saucisson, je vais chercher la bouteille. Et nous nous gavons de produits inutiles, et bien sûr nous grossissons. Il y a aussi le phénomène de mal assimilé. Parce qu'étant enfant, on disait « Dépêche-toi à manger, tu vas en retard à l'école. » Et si bien que nous nous habituons à avaler sans mastiquer, nous avons oublié que les dents sont dans la bouche et non pas dans l'estomac. Vous voyez, ce sont des facteurs associés qui sont donc complètement psychologiques et qui ont été programmés dans l'enfance. Pour le tabac, c'est exactement la même chose. C'est une addiction. Et toutes les addictions, qu'elles soient au chocolat, à l'alcool ou au tabac, c'est le même problème. Tout à l'heure, je parlais des 5 sens. Eh bien, toute notre enfance, nous avons vu des gens fumer. Toute notre enfance, nous avons senti l'odeur du tabac autour de nous. Toute notre enfance, nous avons entendu le craquement du briquet, de l'allumette, le froissement du paquet, l'aspiration sur la cigarette, le souffle de la fumée. Vu, senti, entendu. Nous avons touché. Moi, je me rappelle, mon père me dit, j'avais 8 ans. Papa, il te reste des cigarettes? Il savait ce que ça voulait dire, il me donnait de l'argent. Il va m'acheter un paquet. Je courais, et très fier, avec le paquet très haut, je revenais pour montrer que j'étais un grand. J'avais des cigarettes. Et en arrivant à la maison, papa, tu veux que je t'ouvre ton paquet? Si tu veux. J'ouvrais le paquet. J'en sortais une. Papa, tu veux que je t'allume ta cigarette? Quand tu seras grand, quand tu auras 21 ans. Puisque la majorité à mon âge, c'était 21 ans. Et pour me consoler, il m'offrait des cigarettes en chocolat. C'est du conditionnement dans l'enfance. Notre problème à tous, ce sont les croyances. Quand je dis croyances, c'est au sens le plus large. Croyances publicitaires, religieuses, politiques, etc. Croyances parentales en premier, puisque nos parents nous ont conditionnés dans l'enfance et nous avons cru. Dès l'enfance, maman nous dit des choses, on la croit. Si maman nous dit, tu vois mon petit, ça c'est rouge et ça c'est vert. Eh bien, l'enfant le croit. Et si à l'école, les petits copains disent « Donne-moi ton pull bleu », hey, mon pull n'est pas bleu, il est rouge. Il croit maman. Et puis un beau jour, arrivent 2 autres personnages, vers l'âge de 6-7 ans, le papa et l'instituteur. Le grand savant qui nous apprend à compter, à lire, qu'est-ce qu'il en sait des choses. Et lorsqu'on rentre à la maison le soir, dit « Maman, tu sais que patati patata », dit « Papa, tu sais que tata ». Et nous vérifions en fait si ces deux-là en savent autant que l'instituteur. Et quelquefois, l'instituteur et papa sont d'accord. Quelquefois, c'est papa et maman. Quelquefois, c'est les 3. Et à partir de cette trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous faisons une croyance définitive. Alors que la croyance n'est pas du tout basée là-dessus. La croyance, la vraie, c'est la connaissance. Et la connaissance, elle n'est pas basée sur 3 sens, sur 3 canaux, sur 3 fonctions. Elle est basée sur 7. Il y a toujours 7 points de vue. Dans un cube, vous avez 6 côtés. Et puis, en biais, pour avoir la notion de volume. Il y a donc toujours 7 points de vue. 7 points de vue visuels, 7 points de vue auditifs, 7 points de vue olfactifs, etc. Et comme nous avons 5 sens, 7 x 5, 35. Donc 35 points de vue, alors que le monde entier a basé ses croyances sur une trinité. Alors, comment s'en dégager? Eh bien, moi, je me suis guéri de ma paralysie déjà en arrêtant toutes les croyances, qu'elles soient politiques, religieuses, publicitaires ou parentales. En éliminant toutes les croyances
pour entrer dans ce que j'appelle la foi, c'est-à-dire croire en moi. Et c'est à la portée de tout le monde, ça s'apprend par l'auto-hypnose. On peut apprendre à se contrôler, à se maîtriser, à être capable d'avoir le contrôle intégral de soi, donc de sa santé. Comment développer la confiance en soi? Et récemment, j'étais chez un ami, qui n'est plus mon ami depuis ce temps-là. Nous parlions affaires, et tout d'un coup, son petit enfant, qui a peut-être 3 ans et demi, vient, papa, regarde, il vient avec une feuille avec un gribouillis dessus, c'est moi qui a fait ça. Et son père lui dit, c'est quoi? J'ai écrit ton nom, il lui dit. Et le père le regarde et dit, ah bon? Et t'es fier de toi? Ben, mon pauvre vieux, si tu savais ce qui t'attend? Je lui ai dit, tu es un abruti. Tu devrais dire à ton enfant, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait. Papa, à ton âge, il n'était pas capable de faire ça. Tu seras encore plus grand et plus fort que papa plus tard. Et là, nous développons déjà, nous mettons le pied à l'étrier pour développer la confiance en soi à cet enfant. Si une institutrice dit à ses enfants, bon les enfants, vous allez essayer de me faire ce problème. Il n'y en a que quelques-uns qui y arriveront. Parce que essayer de, ça veut dire, tu as peu de chances d'y arriver. De me faire, on a envie de dire pourquoi tu ne fais pas toi-même. Et ce problème, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui aiment les problèmes? Moi en tout cas, sûrement pas. Et il vaut mieux dire à l'enfant, ou aux enfants, s'il vous plaît, nous allons voir à quelle vitesse vous êtes capable de trouver la solution. Nous allons voir à quelle vitesse, ça sous-entend que c'est juste une formalité. À quelle vitesse? Notion de compétition. Tous les enfants ont cette notion de compétition, ont envie d'être le premier. Quelle vitesse? Vous êtes capable. On leur dit qu'ils sont capables. On leur dit pas que c'est difficile. De trouver. Mais tous les enfants aiment trouver. Regardez à Pâques. J'en ai trouvé un, j'en ai trouvé 2 pour les petits œufs de Pâques. Et la solution, on ne parle pas de problème. 5 positifs en une seule phrase, alors que dans la précédente, c'était 3 négatifs en une seule phrase.